Le fait divers n'est pas un mauvais romantisme de concierge. Chaque instant est bourré de faits divers, reniflant d'angoisses hémiplégiques, de terreurs enfantines, d'engueulades conjugales, d'autobus manqués, dans Paris, dans tout l'univers. Le fait divers, c'est la grande histoire du quotidien. Jacques Audiberti. Concerne donc la masse des choses que j'écrivis, si on met bout à bout romans, poèmes et presque toutes les pièces de théâtre, je crois en effet que c'est le mot épopée qui correspondrait à cela, car les thèmes y sont sommaires, peu nombreux, insistants, les personnages finalement entrant les uns dans les autres ne forment que 4 ou 5 personnages typiques et l'on pourrait, en ménageant quelques transitions, en faire une sorte de livre unique, de racontard homogène et cohérent, qui serait l'histoire d'une âme jetée dans l'incarnation charnelle et terrestre, et essayant de se débrouiller dans cette marmelade cruelle, sans avoir jamais réellement perdu, je ne peux pas dire le souvenir, mais la nostalgie probablement chrétienne d'un au-delà moins effrayant. Les dieux, l'amour, la mort, la femme, beaucoup de poils pour peu de cuir, depuis le temps qu'on vous déclame, qu'attendez-vous pour vous enfuir, vous enfuir. Sans doute, un jour, ouvrant les portes de l'écurie, oh mes amis, nous trouverons sous les cloportes vos grands cadavres endormis. Et du transistor, tout près soudain de la profonde source de Hugo, lui Victor, lui Victor. Les dieux, l'amour, la mort, la femme, beaucoup de poils pour peu de cuir. Depuis le temps qu'on vous déclame, qu'attendez-vous pour vous enfuir, vous enfuir. En l'honneur de la vie aux funèbres trompettes, j'entreprends d'écouter dans mon corps, jour par jour, l'écho de ce futur qui ne cesse, dès qu'on le touche, de devenir du passé. Je ne suis pas Jacques Audiberti, ne cherchez pas de ressemblance. Ensemble, nous allons partir sur les traces de Jacques Audiberti. Je mettrai mes pas dans les siens, je donnerai ma voix à ses propres mots. Paris. Vous connaissez Paris sûrement. Et Corrèze. Corrèze en Mirepoix, une gare au commencement de la vallée de Chevreuse entre deux lèvres boisées. À Corrèze, dans un site situé, farci de chênes à l'angle de route quelconque, le pavillon de Molière, le jardin étroit où meurt un cerisier, la salle à manger rigide, le sous-sol et sa chaudière à charbon, les pièces du haut, flanquées sous les symétriques déclivités de la toiture de chambrettes bornées par les pierres de la muraille, pleine d'un vrac de bouquins, magazines, cahiers, débris. Je n'étais plus retourné à Corrèze depuis des années. J'inspecte, je flaire,
Étranger toujours, ici pourtant, ma résidence principale. Plongeons dans les tiroirs. La maison de Corrèze. Au regard de mes gîtes étroits de Paris, elle me parut au début vaste comme tout, avec son escalier, chaque marche digne d'un regard qui s'attarde aux détails du sapin, et, si l'on compte bien, ses 3 étages. Le sous-sol, le rez-de-chaussée, le premier, sans parler du bout de jardin où poiriers et fraisiers persistent à travers l'incurie. En son, les Boeing d'Orly-la-Bombarde, sans trêve de l'énorme bruit qu'ils transportent intact à Terre-Neuve, Boston, Philadelphie. Entre les pavillons, clôturés au millimètre, et les landes naguère agricoles, maintenant couvertes d'écoles et de cités locatives, je suis là, rue Charles Péguy. À propos, quand je serai mort, j'aurai bien une plaque, non? Sur une place. À Antibes, qui sait? Le train surgit têtu d'exactitude. Il suffit d'un pas, et le plus facile, le plus court, tout à fait dans les cordes de l'infirme et du vieillard, pour entrer dans le wagon et quitter le pays des loups et à coup sûr des chiens. On pourrait que vous ensemble comparer la marche du train à l'aventure de nos jours. Les marges de la voie, brouillées par la vitesse au ras du bolide, répondent à l'incolore de la durée. Au large du talus, l'avenir immédiat se rue à notre rencontre avec sa multitude d'incidents et de chocs. Villages, véhicules, bosquets. Et du côté de l'horizon, le paysage se déplace parallèle à nous, lentement, avec ses bois, ses coteaux, ses villages. Paisible, spectral. La tête des gens dans le compartiment. Quelquefois, un amour d'étudiante fait autour. Ouais, si c'était mon tour. Et des Oppenheimer sans vente. Et des grosses mères. Et puis, au débouché de ces diverses merveilles, tout d'un coup, en contrebas, l'autoroute et sa file double et contrastée de voitures, la diaphane solidité de ses lampadaires à la longue rampe d'une minceur de poils. La façade dorsale des anciennes éditions Artem Fayard, la gare curviligne de Denfert-Rochereau, la gare, enfin, du Luxembourg, d'où la fumée de jadis ne me semble pas encore entièrement expulsée, d'où l'on jaillit dans les bistrots, les filles, les noirs, les bouquins, le Panthéon, les cars de police, les étudiants qui s'entrematraquent. Décidément, j'écrivais drôlement bien. Sitôt mort, j'aurais ma plaque au coin d'une rue. J'entre dans un café. Beaucoup de fumée. Je relis les épreuves qu'aujourd'hui je dois apporter à la NRF de mon recueil de vers Ange aux entrailles. Dans le poème intitulé Messie, une certaine rime en ER sonore me cause des perplexités. Soucieux dans ce poème d'exprimer que j'assistais à la grande chapelade antisémite des années 40, sans lever le petit doigt, j'écris. Et je vois le flot, le souffle, oui, l'air, qui conduit la pensée où tout se manifeste, pénétré dans mon sang, par mon front, où m'empeste toujours quelques lambeaux du brassard de... Ici figure le nom de l'homme au nom de qui les soldats statuairement chrétiens de l'armée allemande incendièrent les synagogues, et celle de Pologne, ciselée dans du bois métissé de frégates et de violons. Or, cet homme, cet Adolphe, son nom, rien que de l'écrire nous rappelle le crime d'avoir respiré lorsque lui-même respirait, d'avoir partagé à distance avec lui l'oxygène des ondes,
Regardez dans la presse et aux actualités le cube brun sous son nez pointu à section de base horizontale. Soucieux finalement de ne point écrire ce nom à 6 lettres qui condensa tant d'horreur, il m'en fallait néanmoins trouver un qui l'évoquât. Je trouvai celui de Luther, redoutable gaillard saxon qui contient également 6 lettres, les mêmes à une près. La muse m'autorise à jouer de l'analogie phonétique afin de suggérer un ogre par un autre, un caporal autrichien par un moine augustin, l'un et l'autre opposés aux indulgences. Le ciel tremble et je vois le flot, le souffle, oui l'air, qui conduit la pensée où tout se manifeste, pénétré dans mon sang, par mon front où m'empeste toujours quelques lambeaux du brassard de Luther. Le vent, chargé de mots, que nul mot ne surpasse, charme ma face. Il luit une lettre au coin net, luira-t-elle longtemps sans que l'azur en fête se fende et que de Dieu crève la carapace. Écoutez, le temps vient, l'éclair brise l'espace, mais les 7 trous du corps persistent tous les 7, et la femme surgit, vierge dans Nazareth. Même, si ce soir tu t'en vas, même si tu n'existes pas, si tu tiens tout entre des bas, je te psaume et je te poème, même, si tantôt je m'en vais, si je m'en vais loin des mauvais logis que pour nous je trouvais, je te marie et te baptême, et je dirai, quoi je dirai, mais que je t'aime. Je suis un mec, un type, un passant, un marin. Je sais pourtant que c'est le traquenard, le train, le truc. La blanche humeur commande le système. Est-ce une chanson gaie? Est-ce une chanson triste? Malin qui le dira. C'est celle que j'entends tout le long de la piste. Taladoum, talara. Il était un vieux bouc piqué de marjolaine, de la tête aux souliers. Il sautait sur un pied pour amuser la plaine. Et les autres béliers, et les autres béliers. Il mettait au soleil un cache-colle de laine pour que vous rigoliez. Puis il tambourinait sur sa pauvre âme pleine de craintifs escaliers, de craintifs escaliers. Bouc, maître Bouc, crois-tu que le troupeau demande que tu danses pour lui? L'amandier ne dépend que de l'unique amant. Ma chanson me construit. Ne sèche pas chanson, même si tu fatigues du fond des temps d'avant. L'enfant qui répondait tous les âges des filles, comme aux courbes du vent, comme aux courbes du vent. Ne sèche pas chanson, de toi seul silence, au-delà de l'été. L'immodéré rameau qui suspend le silence de la totalité.
une chanson gaie, est-ce une chanson triste? Malin qui le dira. C'est celle que j'entends tout au long de la piste. Faladou, Badara. Les hommes, je les admirais comme un passant. Je ne me sentais pas tout à fait de leur bande. J'avais peur de leur guerre. Et qu'un soir on me pende comme mouchard mal travesti du Tout-Puissant. Mais je trouvais les femmes belles. Je croyais que tu me rappelles les anges. Les ai-je aperçus? Je caressais sur ton visage le souvenir et le présage des matins qui ne blessent plus. Quand je compris que ce visage tendait vers moi contre l'usage, car les femmes ne m'aiment pas, tendait vers moi que tout oppresse l'orangerie enchanteresse de tes lèvres, charmant repas. Je refusais de voir le louche velours de la martre farouche apparu à l'angle du parc. Ta trop palpitante narine et l'écriteau de ta poitrine où ressuscite Jeanne d'Arc. Et sous ta jupe, le rigide fantôme de bois qui te guide vers le bouc et vers le bûcher, l'os qui te tient lorsque tu flambes vivante, en te brûlant aux jambes des soldats qu'il te faut toucher. J'en ai plein l'œuf de commenter le verre et le furon et tout ce qui s'ensuit. Je veux pomper du vin dans un grand verre et m'évader de l'asile de nuit. Bon, je le sais que la vie est malsaine. Je sais qu'elle est la grand-mère des coups. Puis je le sais qu'on crève dans la Seine, faute d'amour, faute des fois de souffle. Moi j'en peux plus de porter dans ma tête tous les tracas des compagnons humains. C'est pas pour ça mes parents qu'ils m'ont fait, c'est pas pour ça qu'ils m'ont donné des mains. Ils m'ont donné des mains pour que je cause sur un de la fleur de ma femme au fou, que je me fasse une gentille blouse pour m'en aller du côté de l'amour. Non pas l'amour qui hurle et qui se griffe, non pas l'amour qui te rende d'exister, non pas l'amour penché sur l'hiéroglyphe de cette vie arche d'atrocité, mais l'amour simple au fil d'une balade avec un type. Il me dit mon petit, j'aime le flan, il aime la salade. On va sur terre, on s'embrasse à sortir. Étreins-moi, car je suis une femme. Serre bien fort, que t'es plus grand que moi. Ne parlons plus de la mort ni de l'âme. Jouissons-nous, sans nous creuser pourquoi. Jouissons-nous, sans nous creuser pourquoi. L'homme veut construire l'amour universel, mais il a peur. Il a peur que chaque nouveau baiser soit restrictif. Il a peur que chaque nouveau baiser prouve l'insuffisance, l'inefficacité des précédents baisers. Vol, vol, vol. Et moi maintenant, devant cet échantillon de ce qui fut le poison de ma vie, à savoir Messire Sexe, je suis totalement indifférent. Cette gracieuse petite n'éveille pas l'ombre d'un désir, ni même le souvenir des époques où la race des femmes m'induisait en religieuse frénésie terrorisée par l'hypothèse érectile du ventre à ventre avec Dieu. Non, décidément non, je ne dois pas être fait pour tenir un journal.
Je me figure m'être livré tout entier, je me renterre dans des généralités, des banalités ressassées, l'inquiétude de l'homme, les yeux bandés, cherchant Dieu. Du courage, mon gars. Vas-tu jacter ou pas? Gallimard te regarde, ton manuscrit lui tarde. Je suis venu à Paris en 1926. Émile Coudroyer, que j'avais connu au collège d'Antibes, me fit entrer au journal, Le Journal. De là, je passais dans le plus grand journal du monde entier, ou tout au moins le plus lu, Le Petit Parisien, où pendant 15 ans, j'appris en quoi consistent les crimes, les incendies, les tabassages, toute la poésie de la banlieue. Sur du papier bulle, paru en 1930, mon premier livre de poèmes, L'Empire et la Trappe. En haut de son escalier, Jean Paulhan m'attendit un jour. « Je suis Paulhan, dit-il. » Nous allâmes sur la terrasse et je lui contai mes projets. Dans le bureau de la NRF, je vis en chair en os les plus grands noms de la littérature. J'en vis d'autres le jour où le premier en date des prix Mallarmé me fut décerné. En 1945, je publie un texte composé de répliques quat-quat. Non conçu pour la scène, il se révèle pourtant théâtralisable. Il fut joué à la Gaîté Montparnasse par Catherine Tott et André Rébas. Puis Vitali me demande de Malcourt. Suzanne Flon y fit ses réelles premières armes avec beaucoup d'éclat. Suzanne Flon, en fin de compte, a joué la pièce 1000 fois, alors que d'après les pronostics, étant donné la nouveauté de ce texte, je parle du Malcourt, tous les directeurs de théâtre, en fait, avaient refusé ce manuscrit en disant « Mais non, c'est tout ce que vous voulez, mais on n'a jamais vu ça, et donc on ne le monte pas. » Et en effet, c'était une langue rare, c'était une langue exceptionnelle. Et je pense que le garant de cette langue, c'est son éternité. Tu disais que Audiberti avait l'expérience du théâtre, mais le peu d'expérience qu'il avait faite lui avait toujours suffi pour alimenter son univers intérieur qui était fait de rythme, qui était comme tout poète, n'est-ce pas? Et je crois qu'il avait on peut dire qu'il avait presque inconsciemment le sens du théâtre. Mais il se référait rarement, quand il écrivait, que ce soit une pièce de théâtre ou un film, il pensait rarement à ce qu'allait être la mise en scène. C'est-à-dire, il imaginait peu le décor, les personnages, physiquement, visuellement. Il entendait un certain bruit qui était le dialogue. Et le dialogue qui était presque, à la limite, un monologue, si on avait supprimé les noms des personnages. J'allais dire que ce bruit, dans son esprit, c'était de la musique. C'était de la musique, c'était le oui et le non, une espèce de ballet, de danse entre des mots auxquels il répondait lui-même, faisant tous les personnages. Et je crois que profondément, on s'exprime mieux au travers des personnages. C'est pourquoi, si vous voulez, Shakespeare n'est pas tellement connu par ses sonnets, qui sont admirables d'ailleurs. De même, Audiberti n'est pas connu tellement peut-être par la poésie, mais il est connu par la poétique prose de son théâtre. Par contre, si vous voulez, je pense que dans sa poésie, c'était, comme pour tout poète, beaucoup plus une page de confidence, une souffrance plus interne, une impossibilité peut-être de faire rire dans ce cadre-là, ou au contraire un retrait volontaire vers quelque chose de plus intime, c'est-à-dire son être le plus profond. Il y a une chose que je n'aurais pas soupçonnée chez Audiberti, c'est qu'il paraît qu'il était très curieux, très attentif aux autres. Je crois que Marie Dems, vous avez quelque chose à dire de précis là. C'est-à-dire que moi, disons qu'Audiberti ne me connaissait absolument pas. Je crois qu'il ne m'avait jamais vu jouer au théâtre. Je pense pas que ce soit un monsieur qui allait beaucoup au théâtre. Il allait voir ses pièces. Et c'est vraiment par hasard que j'ai joué Pom Pom Pom, un peu grâce à Georges Vitali. Et je n'avais jamais vu Audiberti de ma vie. Enfin, je le connaissais, bien sûr, je ne l'avais jamais vu. Et il n'était jamais venu à une lecture, heureusement pour moi d'ailleurs. Je crois que c'est l'auteur qui m'a donné le plus le trac dans ma vie. Enfin, c'était une angoisse. Et puis un jour, il est venu non pas en espion, en tant qu'auteur, au deuxième rang. Et j'ai été paralysée absolument par cet homme. Mais j'ai débité mon texte un peu n'importe comment. Et puis, il a été absolument adorable après avec moi. Et ce qui m'a surpris, c'est qu'il a souhaité me connaître. Parce qu'il n'avait pas écrit ce rôle en pensant à moi. La pièce se passait dans ce square Lamartine, que je ne connaissais pas d'ailleurs. Et il a éprouvé le besoin de m'emmener au square Lamartine. Et là, il m'a fait parler. Alors, je ne suis pas très bavarde. Et en plus, il m'impressionnait beaucoup. Et jusqu'au jour où il a un peu forcé les lieux chez moi. Il est venu pour me, disons, bien me connaître.
Et j'étais absolument sidérée de découvrir un monsieur qui était le contraire de ce que j'imaginais, c'est-à-dire un être effectivement très curieux, curieux de voir mon appartement, de ce que je possédais, de ce que j'aimais dans la vie, curieux de ma cuisine, curieux de mes objets, de mes photos, des manuscrits qui traînaient, de ce que j'avais fait. Ah, mais il avait cette curiosité puisque lui-même ne se fixait pas, ou tout au moins avait cette angoisse de ne pas pouvoir habiter quelque part. Il le dit tout le temps. Oui, il disait « je n'habite pas à Paris, j'habite Paris ». On le voyait souvent d'ailleurs se promener avec un sac de marin d'un de ses domiciles à l'autre, avec son linge sur le dos. Il se nourrissait des autres. Il l'a dit d'ailleurs dans un roman qui s'appelle Talent. Et le mot talent veut dire, dans un dialecte des Hautes-Alpes, avoir faim. Avoir talent, ça veut dire avoir de l'appétit. Eh bien, Audiberti, il avait de talent. Il se nourrissait constamment de la vie des autres, Et c'est pour ça qu'il était d'ailleurs... il aimait les gens, parce qu'il apprenait constamment quelque chose. On l'entendait jamais discuter. Il n'aurait pas discuté de théâtre avec Madame Dems. Il lui demandait comment elle faisait l'œuf à la coque. Oui, c'était pour lui plus important que d'apprendre à faire du théâtre. Je crois que son inspiration profonde et sa recherche, si vous voulez, de forgeron était une chose très pénible pour lui. C'est un effort considérable. D'ailleurs, il se confiait à tour de rôle à ses amis en disant « Bon, ben, j'ai fourni mes 8 heures de travail et c'est dur ». Il revenait souvent sur ses textes, alors que il apparaît pour le lecteur courant, si vous voulez, ou celui qui arrive à l'œuvre d'Audiberti comme ça, un livre ouvert, de constater qu'au fond, c'est un fleuve de mots, d'images, de cadences. Vous savez que Audiberti était tenu plus ou moins par un contrat avec Gallimard à fournir de temps en temps un roman ou un livre ou un essai à Gallimard, ce qu'il faisait parfois entre des pièces de théâtre. À cette époque-là, à la fin de sa vie, il était plutôt attiré par le théâtre. Il y avait plus de commandes du côté du théâtre, mais il se sentait souvent en retard, il était un peu gêné. Alors, un jour, il me dit, il faut absolument que je donne quelque chose à Gallimard, je crois que ce sera plus simple de lui donner un livre de vers, mais je n'ai plus la main au vers, ça ne vient plus comme autrefois. Mais j'ai laissé, comme il changeait souvent d'appartement ou d'hôtel, il laissait ses manuscrits dans des coffres-forts de banque. Alors il me dit, viens avec moi, je vais aller chercher des vers que j'ai laissés, je crois, il y a 3 ou 4 ans à Saint-Germain-des-Prés, dans une agence. Alors on va là-bas et il essaye. Il avait amené tous ses trousseaux de clés. Il perdait énormément de clés, mais il en avait beaucoup encore. Et impossible d'ouvrir le coffre-fort qui ne correspondait à aucune clé. Alors on appelle le directeur de la banque et il dit, je vous assure, j'ai les papiers de ce coffre. Est-ce que vous pouvez me l'ouvrir? Le directeur de la banque lui dit, oui, mais pour ouvrir un coffre-fort, il faut faire venir un plombier, il faut un chalumeau et il faut la présence d'un commissaire ou d'un huissier, je sais pas. Enfin, d'une personne officielle. Alors, quelques jours après, on prend rendez-vous et Audiberti, très ému, très impressionné par cette cérémonie du chalumeau, se présente devant le coffre-fort. On attaque le coffre-fort, on l'ouvre. Audiberti, avec sa grosse main pataude, s'enfonce dans le coffre-fort, qui était étroit mais très profond, essaye d'en retirer des papiers qu'il y avait déposés, et il n'y avait rien. C'est-à-dire que ce livre, qui est devenu Ange aux entrailles, c'était ses poèmes qu'il croyait avoir laissés là, mais comme il perdait tout, il disait qu'il y avait un trou, que les choses tombaient dans le trou. Des choses qu'il possédait, qui lui étaient précieuses. Eh bien, ces vers n'existaient plus. Alors, il les a réécrits rapidement, peut-être en 8 jours, car il avait promis ou en 1 mois. Et il a réécrit ces poèmes en se donnant beaucoup de mal, parce qu'il disait que ça ne venait plus comme autrefois. Oui, c'est à mon avis un des... Et c'est un de ses plus beaux livres. Oui, mais pour moi, l'origine de Ange aux entrailles, c'est ce coffre-fort vide, qui était comme l'image de la poésie d'Audiberti, où il puisait tout, et où il trouvait tout. Même quand ça n'y était pas. Voilà ce que dit Jacques Audiberti. Ces textes articulés avec les apparences d'une gaieté pittoresque sont cependant aisément raccordables à mes thèmes familiers, au premier rang desquels la désespérante inaptitude de la société humaine à trouver sous tel ou tel régime une heureuse stabilité. En fait, l'entière substance de mon écriture regorge de souffrance, d'horreur et de pitié. De cette substance monte l'interminable appel qui rejoint vers un ciel creux distrait. Il y a des appels analogues. La littérature, celle des écrivains proprement dits, n'est qu'inquiétude, quête et amour. Alors, en sortant de Gallimard,
Avide de fraîcheur et de pénombre, je me suis amené à Saint-Sulpice une fois de plus. Sur le mur peint par Delacroix, fils putatif, prétendent certains de Talleyrand, l'ange et l'autre s'opiniâtrent à leur lutte dansée. Les teintes ont je ne sais quoi d'acide. Le rouge manque de franchise et de verdeur le vert. Cependant, les arbres des châtaigniers, je crois, s'enracinent assez drus dans une campagne médiocrement biblique. Jacob et son ange, saisis de concert dans l'instabilité suspendue d'un mouvement partagé, loin du monde, et tout de même en plein dedans. Au premier plan, près d'un carquois, un grand chapeau de paille aux ailes gondolées met une note presque d'humour, en tout cas de bonhomie concrète. Par un chemin creux, s'échappent des cavaliers à l'odeur sournoise et pillarde. Au milieu de la nef, les chaises. Toujours j'apprécie entre les offices la réconfortante troupe carrée des chaises vides. Et vides de gens, mais non point de leur propre, de leur assidue présence de chaises. Rassurez-vous, je ne céderai pas à l'enfantillage poétique de prétendre que ces chaises de cuisine et de paroisse, simples et rustiques machines à la juste pointure de la silhouette humaine qui s'y encastre pliée deux fois, surpassent les fusées sidérales en permettant à leurs passagers les grandioses randonnées de l'esprit. Pourtant, je les aime vraiment. Qui sait si Jacob et l'ange ne me retinrent pas auprès d'eux si souvent que pour ce qu'ils me fournirent un digne prétexte au plaisir de m'asseoir sur une chaise, une cadiero, du latin cathédra. À vérifier. Le pape se prononce infaillible ex cathedra. L'Église, la mère Lachaise. Je rôde dans le même mot. Je songe à me confesser. Après 60 et quelques années de catholicisme latin, je m'efforce de pénétrer tant soit peu dans l'intimité de ce mystère entre les mystères, la persistance du catholicisme lui-même. J'aime non point l'Église à majuscule, mais l'Église substantive dorée, plantée, carrée, bâtie, une maison grecque et romane, une antique machine à poésie. Populaire ou pas, elle affirme, ou tout au moins n'interdit pas de penser, que l'homme représente la conscience centrale, omnipotente et solitaire, Dieu. Dieu se réfracte dans l'homme et par lui aspire à lui-même à travers l'obstacle du mal réprouvé par Dieu qui pourtant l'implique. Mais voilà, si cette trinité, ces dogmes et sans mystère, émanaient de la tête des hommes. Le péché originel, détestable cadeau d'Adam à sa semence, continue. Nous ne discernons pas le moindre signe par où se manifesta l'espérance que se rompe en ce monde ce typhus métaphysique transmissible et transmis. La cruauté de ce monde, syndicat d'assassins assassinés, proviendrait de la désobéissance initiale de l'homme, désormais réduit à se démener cruel et combatif dans un champ clos dont la générale atmosphère de menace et de haine émanerait de son propre respire moral. L'énorme bizarrerie de ce schéma me rappelle les explications saugrenues que ma mère donnait à mon innocence puérile, la pressant de me révéler comment les enfants viennent au monde. Tout de même, je ne me suis pas agenouillé dans le confessionnal. Et puis, de quel péché au juste me délesterais-je à travers la grille croisillonnée, au-delà de quoi respire et chuchote une face? On dit que je ne me plais à résider dans aucun appartement.
Je suppose simplement que je n'ai pas trouvé le bon. Je ne peux rien contre les escaliers trop raides, les fuites d'oxyde de carbone, contre le bruit d'une ville devenue une automobile. Je souhaiterais par-dessus tout trouver un endroit commode pour ranger mes papiers et dormir profondément. Si je meurs, cueille ma veuve à Javel près de Citron. Dans un bistrot l'y trouve, à l'enseigne du Beaubrun, 3 musicaux de fortune qui lui joueront mi-rémi, l'air de la petite Tanne qui m'aurait peut-être aimé, puisqu'elle ne ferait qu'une ombre sur le rail des violons. Mon épouse, au mois de novembre, sous terre les jours sont longs. C'est beau, c'est appelant, c'est pur les terrains vagues. Terrains vagues, endroit de rien, endroit sans piano, sans concierge, pour le néant, pour le pardon, pour y mourir quand on est chat, pour y tourbillonner quand on y ressort de sommier, comme un animal venimeux de rouille au dernier degré du sordide Atlantique d'oxygène où nous rampons. C'est là qu'un ami un jour me fredonna une chanson du ghetto de Villeneuve, ironique et tendre sur Dieu. Dieu là-dedans faisait des coquetteries avec l'homme, avec son amant. Finalement, est-ce que je suis mort? Prudent, fragile, tourmenté, craintif, je flotte déjà dans un au-delà. Cet au-delà, bizarrement, ressemble au 5e arrondissement. Autour de la montagne Sainte-Geneviève, qui ne suit pas se garer des garagistes, le 5e arrondissement amasse dans la capitale un trésor de réminiscences que double ou confirme sur l'autre rive le quartier du Marais. L'universel Buffon, le spécieux Gaston Bachelard, le royalisant Jacques Perret, l'enchanteur Jacques Quionnet, le juste Jean Paulhan et aussi Paul Fort et Verlaine et les troubadours du Cheval d'Or, Suc qui se suicida dans le train de Montpellier, Serre qui joua dans un film de François Truffaut, butinent leur rythme dans cet ineffable Pépin. La Seine le borde où se perd la Bièvre, fille du Hurepoix, et sa véritable rivière s'appelle la Mouffetard. La Mouffetard draine chaque matin vers Saint-Médard, camelots, pèlerins, sarrasins, ménagères, les joues et les mamelles de la jeune fruitière aussi belle que ses cerises, le dominicain qui crie de revue, les camelots des ballons à même le pavé les 1001 nuits de leur couverture de Perse et de leur moulinette nickelée. Tant de marchands gros de ramage conduisent à ce paradis que tu sens comme du fromage qui te germe entre les radis. Par la Mouffetard, on y monte. Par l'estrapade, on y descend. Ainsi s'équilibre le compte du ciel et du pavé glissant. La contrescarpe me démange par les totaux de ces clochards. Ces moines, dont le froc s'effrange, qui rotent au nez des richards. Au goulot l'on liche le vin truculent, meilleur pour combiche, cramoisi que blanc. Or cette bouteille, le cul vers l'eau, grâce à quoi sommeille, la fin du clodo se vit dans la vache, à peine d'un doigt comme s'il y crache plutôt qu'il y boit. Ignorer Marx Karl, mépriser l'argent, et péter quand parle l'amour, ce sergent. Tu possèdes toutes les vertus par quoi, même tu t'en foutes, Jésus te reçoit. Adieu les cloches. On fait sauter tout le carreau, pas de gingin, pas de reproche. Libre à ce point, sûr, c'était trop. Bonsoir les putes. Les flics ratissent le trottoir sans souci de ce que vous putes nous fournir avant le drap noir. Qu'entrent en piste les murs des terres, veufs d'épaisseur qui pourtant cacheront ces tristes, le passé truand putasseur. Salut quand même les vastes blocs sans syphilis, tombeau du bougre et de la blême Mado qui côte de Frandis.
finalement, je suis mort ou je suis vivant? Vivant, voyons. Là-dessus, j'apprends que le conseil municipal de la ville d'Antibes, présidé par Pierre Delmas, vient de donner mon nom à une place publique entre le port et l'hôtel de ville, au pied des rampes du vieux quartier où je suis né. Alors, est-ce une chanson gaie? Est-ce une chanson triste? Malin qui le dira. C'est celle que j'entends tout le long de la piste. Taladoum, talara. Il était un vieux bouc piqué de marjolaine, de la tête aux souliers. Il sautait sur un pied pour amuser la plaine. Et les autres béliers. Et les autres béliers.